Bienvenue, mesdames, messieurs, sur Espoir et Dignité TV, la voix libre qui donne la parole aux penseurs, aux acteurs et aux analystes indépendants. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir notre cher camarade Gamel Abina. Gamel Abina, un militant pro-nationaliste, un militant pana-africaniste, un militant libre et observateur averti de la scène internationale. Pour une interview exclusive sur un sujet brûlant, l'Iran a-t-il retenu la leçon alors que les tensions s'accélèrent au Moyen-Orient entre l'Iran et Israël, des voix qui s'élèvent au sein du gouvernement israélien pour inciter Netanyahou à terminer le travail vers l'Iran en profitant, soi-disant, de la faiblesse du régime iranien, de la faiblesse aussi de l'administration Trump qui est devenue une structure affiliée à la gouvernement israélien. Gamel Abina, merci camarade d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation encore une fois. Merci beaucoup. Gamel, puisque aussi vous étiez trop actif, impliqué dans les actions associatives de soutien et aussi de dénonciation des crimes de guerre contre la population palestinienne à Gaza, vous étiez parmi les initiateurs de la marche internationale de Gaza, vous étiez actif aussi concernant l'international global flotti Somoud. Mais aujourd'hui, comment vous recevez l'interception de ce flottis par l'autorité israélienne, tout en sachant que au début, vous étiez motivé pour participer, mais plusieurs camarades, disons, avertis que vous aurez quelques soucis, surtout avec des régimes arabes, l'Égypte, les Émiratis, etc. Ça veut dire qu'il y avait des craintes autour de votre sécurité. Oui, tout à fait. Il y a des menaces qui sont explicites, mais ne sont pas cachées. J'ai même des menaces parfois de traîtres de chez nous, ça arrive effectivement, qui prétendent que je suis sioniste, ce qui est quand même très amusant. Donc, oui, les Harkis de Mac et tout, oui, c'est bien acquis. Oui. Qui étaient des anciens d'extrême droite d'ailleurs, donc des gens qui n'ont aucune valeur. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Pendant des années, j'ai tué mon soutien à la Palestine, qui est total et indéfectible. Pendant des années, je n'expliquais pas quel apport j'apportais en termes de soutien logistique, de soutien de communication, de messages que je passais, de moyens matériels, même d'équipements en t-shirt et autres produits dérivés, parce que je considérais qu'il fallait être discret dans son action. Malheureusement, on m'a insulté récemment sur les questions de sionisme que je ne pardonnerai jamais. Pour la personne qui a osé ça, elle le paiera très cher parce qu'il y aura des conséquences judiciaires, je ne laisse pas passer. Mais surtout parce que quand on voit des gens, des anciens agents d'extrême droite venir m'attaquer ces questions-là alors que l'extrême droite maintenant est sioniste, ça fait rire. Donc simplement pour expliquer qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de menaces. J'ai même été invité à Téhéran d'ailleurs, pour être très honnête avec vous, pour une question de journalisme, c'était avec la télévision. Et j'ai pas pu y aller pour des raisons évidentes, la guerre avait commencé. Et le docteur Oberlin, que je connais très bien, il a été sécurisé, fort heureusement pour lui. Les Iraniens ont fait très attention à ce que les invités ne soient pas impactés. Donc c'est vrai que lorsqu'on est mis en avant comme ça, qu'on s'expose et qu'on défend une cause juste et antiraciste, je rappelle que le sionisme est un racisme. Il faut vraiment dire les choses. C'est un impérialisme occidental, ça n'a rien de religieux. C'est uniquement un racisme déguisé avec une fausse dimension religieuse pour faire passer la pilule. Et donc, lorsque les sionistes vont attaquer les Arabes du Moyen-Orient, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, il faut rappeler qu'ils ont attaqué les Arabes juifs du Moyen-Orient. N'oublions jamais que ce n'est pas une question religieuse, c'est une question impérialiste occidentale. Eh bien, ces Européens prennent une terre qui n'est pas la leur. Ils la volent. Alors aujourd'hui, on trouve normal que l'État d'Israël, comme on l'appelle, existe. Et on trouve normal qu'il y ait des frontières que tout le monde veut reconnaître, alors que cet État refuse même la reconnaissance de l'idée de Palestine. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent rien. C'est un État génocidaire, on le sait aujourd'hui. Certains commencent à donner des chiffres. Alors, le chef d'état-major israélien a parlé de 200 000 morts et blessés. D'autres sources commencent à parler de 600 000 morts. Sur 2 400 000 personnes, c'est quasiment un tiers de la population. Donc, le génocide est acté. La conséquence, c'est pas seulement Netanyahou, il faut arrêter de focaliser sur cet imbécile, c'est tout un système racialisant, raciste et dominant qui écrase les Palestiniens comme on a écrasé les Indiens d'Amérique, comme on a écrasé les Noirs américains, comme on a écrasé évidemment les populations indigènes qui étaient dans tous les pays du Sud, particulièrement l'Australie, avec les aborigènes. À chaque fois que l'Occident s'est sorti des frontières, c'est pour massacrer à grande échelle. Donc,
on m'a mis en garde, effectivement, pour mes engagements, parce qu'il se trouve que je suis visible. C'est comme ça, et c'est pas, on peut pas faire autremment. Je suis visible parce qu'il y a beaucoup de médias qui me reçoivent. Je suis visible parce que je milite depuis plus de 20 ans maintenant, de façon directe, et puis je milite depuis 40 ans, en vérité, de façon indirecte, avec mon père, père son âme. Et donc, cette visibilité m'autorise à dire des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Donc, je condamne toute forme de racisme anti-juif, parce que c'est absolument intolérable d'en vouloir à une population pour ce qu'elle est. Et j'encourage toute forme d'offensive anti-sioniste parce qu'il faut attaquer les gens pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. C'est très clair. Le sionisme est un racisme nouveau qui a été créé en 47 et le sionisme ne peut pas être acceptable. Je dis 47 parce que c'est la création de l'État d'Israël, le plan de partage de l'ONU qui a consacré la possibilité de créer un État d'apartheid en Palestine occupée. Donc simplement, il faut être très clair sur les termes. Effectivement, aujourd'hui, j'ai accompagné, quasiment, j'ai lancé avec les différents initiateurs cette fameuse marche to Gaza. L'Égypte n'a pas de sympathie pour mon personnage, c'est évident. Donc, j'aurais été, comme tous mes camarades militants, arrêtés immédiatement dans les hôtels. C'est ce qu'ils ont fait. On a eu beaucoup d'amis qui ont été interpellés, qu'on a reçus à la radio, des militants courageux et courageuses en particulier. Et j'apporte un soutien total et indéfectible à Rima Hassan, qui est une femme courageuse. Je le répète pour les Algériens qui sont tombés dans le panneau. Rima Hassan n'a rien contre l'Algérie. Elle adore ce pays et c'est moi qui l'ai fait venir. J'ai tout fait pour qu'elle vienne en Algérie à l'invitation de la télévision algérienne pour pouvoir donner la voix des Palestiniens en Algérie dans cette deuxième terre d'accueil, tout comme elle le fait au Parlement européen. C'est une femme extraordinaire, courageuse, qui prend beaucoup sur elle, qui est menacée du matin au soir, et les lâches qui l'attaquent et qui prétendent qu'elle ne serait pas pro-palestinienne, je ne donne même pas les noms de ces nazes, eh bien ces gens-là méritent que du mépris, parce que ce sont des lâches. On soutient les combattantes et les combattants, on soutient les femmes et on les soutient parce qu'évidemment elles sont des cibles prioritaires, on ne les attaque pas. Donc concernant la deuxième partie de votre question, vous avez fait référence au fait que les sionistes voudraient à nouveau attaquer l'Iran, ce qui est une véritable plaisanterie. Ils ont supplié les États-Unis d'intervenir pour arrêter la guerre contre l'Iran qui frappait de plus en plus fort. Parce que les sionistes ne disposent pas de missiles hypersoniques. Parce qu'ils n'ont que leurs avions de combat qui auraient fini par être tous abattus. Il y en a eu 5 qui ont été abattus. Et parce que, effectivement, l'Iran, pour cette seconde phase, si elle devait arriver, mais je n'y crois pas du tout, a déjà utilisé des moyens de défense anti-aériens considérables. Ce qui veut dire que si les sionistes veulent attaquer, ils n'ont que leur aviation. Il y a 1500 km qui séparent la terre occupée de Palestine de l'Iran. Donc, si les sionistes veulent attaquer, soi-disant renverser la République islamique au profit d'une dictature infâme, royaliste, qui était celle du Shah d'Iran, eh bien, il faudrait qu'ils envoient une aviation et des missiles qu'ils n'ont pas. Ça veut dire que leur seul moyen d'offensive, c'est l'aviation. Or, il se trouve que si les Iraniens ont fait le travail, ils l'ont fait en développant des systèmes anti-aériens pour en finir avec l'agression par des lâches du ciel, il n'en reste plus beaucoup de moyens. Passer par le territoire, par le sol, ils ne le feront jamais parce qu'ils ont peur des armées. Ils ne vont jamais se battre face à des combattants armés, ça c'est un classique. Il ne leur reste pas grand-chose. Les rares fois où ils ont affronté les armées arabes, ils ont cavalé comme des lapins. 73, il faut s'en souvenir. 6 octobre 73. Le 7 octobre, c'est les 50 ans quasiment jour pour jour. Et donc, ils n'iront pas au combat au sol parce qu'ils n'ont pas ce courage, parce qu'ils savent qu'en face, ils sont déterminés. Il ne leur reste que l'aviation qui risque d'être totalement détruite. J'en suis persuadé. Et l'Iran a développé des moyens offensifs considérables dont les sionistes n'ont aucune idée. Mais une chose est certaine, c'est que les sionistes ne s'attendaient pas à ce que l'Iran connaisse aussi bien le territoire occupé de Palestine, frappe à des endroits clés et précis, des endroits stratégiques, qu'ils soient énergétiques, d'information, de recherche scientifique, ou simplement la maison de Netanyahou, on peut en parler. Et surtout, l'Iran a frappé très durement et de façon graduelle et réfléchie. Donc ça prouve que les Iraniens, qui ont touché surtout les objectifs militaires, restent nobles dans leur défense à la barbarie sioniste. Et ça prouve que les sionistes ne savent que toucher les civils. Parce qu'évidemment, devant les hommes, il n'y a plus personne. Donc c'est important de rappeler que je ne crois pas à la reprise de ce combat. Là, c'est une façon un peu de se convaincre, de se rassurer, de dire qu'ils vont reprendre l'initiative. Mais en vérité, ils ont supplié Trump de faire stopper l'attaque. Et Trump, effectivement, a prévenu les Iraniens, a dit, écoutez, on va frapper Fordo, on va frapper tous les centres nucléaires technologiques, évacuez-les. Donc c'était organisé la veille pour que les Iraniens retirent leur uranium enrichi, et même Israël maintenant le reconnaît, que l'uranium a été épargné, qu'ils retirent leur station de centrifugation, et surtout qu'ils se préparent à recevoir quelques bombinettes pour stopper la guerre. C'était juste un signal d'arrêt des combats. Mais en aucun cas... Camarade Abina, mais les Iraniens, ils ont été piégés par l'Iran. Ça n'était pas naïf de leur part, je m'excuse. Alors, oui. Il n'a jamais respecté d'un engagement aux paroles. Alors, c'est vrai que là, il faut revenir effectivement à la genèse.
la frappe israélienne, elle a été faite de façon très maligne. Ils n'ont pas seulement frappé par le ciel, ils ont frappé par les drones qui étaient sur place, déjà installés, des camions mobiles. Ils ont frappé par les gens de Savak, des anciens de l'ancien régime, donc des traîtres. Ils ont frappé par des harkis iraniens, on peut les appeler comme ça, qui ont travaillé avec les sionistes, parce qu'ils étaient à l'époque, c'était le meilleur ami d'Israël, l'État iranien, et que le Shah d'Iran est le meilleur ami d'Israël. Même son fils actuellement, qui prend la parole, est le meilleur ami et complice de cet État. Donc effectivement, ils ont bénéficié dans les premiers jours d'un effet de sidération, une frappe très forte, très ciblée. Ils ont assassiné des 9 scientifiques, si je ne me trompe pas. Les Iraniens produisent 200 000 ingénieurs par an, donc 9 scientifiques, ça ne fera pas la différence. Ils ont assassiné surtout des généraux iraniens, le chef des Pasdaran, si je ne me trompe pas, le chef des gardes de la Révolution. Donc là, ils ont frappé très fort, de façon ciblée, parce qu'il y avait des trous dans la raquette, comme on dit dans l'expression populaire, et que les Iraniens n'ont pas vu le coup venir. Ils s'attendaient à une attaque un jour, parce que ça fait 35 ans qu'Israël ne pense qu'à ça, mais ils ne pensaient pas avoir une telle frappe. Ensuite, au bout d'une semaine, après réorganisation et nomination des nouveaux généraux, donc ça veut dire que ça posait aucun problème, une semaine plus tard, les Iraniens ont répondu. Et la réponse a été d'une puissance extraordinaire. C'était tellement vrai que Israël bloquait toutes les images de partout pour empêcher qu'on voit les dégâts réels. Sauf que les images sont sorties. Que effectivement le port de Haïfa a été entièrement rasé. Que les stations effectivement pétrolifères ont été frappées durement. Que les stations qui s'occupent de la raffinerie, par exemple de l'essence, ont été pour la moitié détruites. Les stations électriques détruites, le centre du Mossad entièrement détruit, l'aviation israélienne a été frappée avec 179 morts, c'est les chiffres russes qui sont très bien renseignés. Donc on a plein de chiffres qui sont sortis. On a vu la frappe considérable des Iraniens de façon ciblée, précise, mais surtout extrêmement puissante. 90% des missiles iraniens, je ne parle pas de la première vague, qui était là pour saturer le dôme de fer. La dernière vague de missiles, 90% des missiles, et on voyait les images des Palestiniens, atteignaient leur objectif. Ils arrivaient à peine à attraper 10% de missiles, qui étaient souvent des vieux missiles balistiques fatigués, qui n'étaient pas des missiles hypersoniques. Donc l'Iran a démontré sa puissance de frappe considérable, de loin, tranquillement, sans être inquiété. Certes, Israël frappait Téhéran dans les objectifs civils jusqu'à frapper une prison, crime de guerre, mais ça ne change rien au résultat. Ils ont perdu la guerre parce qu'ils avaient une incapacité chronique au bout de 2 jours d'envoyer des missiles pour intercepter difficilement les missiles hypersoniques. Donc les premiers jours ont été difficiles pour l'Iran, vous avez raison, parce qu'ils ont pris les choses un peu trop à la légère à mon sens, mais une fois qu'ils se sont ressaisis, la frappe a été considérable et les États-Unis ont dû arrêter le conflit parce que, il faut le rappeler, l'Iran peut tenir un conflit de longue haleine sans aucune difficulté. Ils ont tenu 8 ans face à l'Irak à une époque où le monde entier était contre l'Iran. Alors imaginez-vous un Iran allié aujourd'hui du Pakistan, allié du Qatar aussi, il faut pas l'oublier, allié de grandes puissances comme la Russie, la Chine et parfois d'autres pays limitrophes. Imaginez-vous que l'Iran puisse un jour être inquiété par Israël, j'y crois pas une seconde. Israël a une force pour frapper les femmes, les enfants, ils savent faire ça. Pour tuer des gens des armées, ils sont très forts. Mais dès qu'il y a des soldats combatifs en face d'eux, il n'y a plus personne. Ils ont besoin d'appeler Maman America. Donc, évidemment, ils ont appelé leur Maman America cette fois-ci pour stopper la guerre. Évidemment, ils parlent beaucoup de reprise de conflit, mais ne le feront pas parce qu'ils ont une incapacité chronique à faire face aux réponses iraniennes. Camarade Dabine, est-ce que vous pensez que le programme nucléaire iranien a été anéanti? Absolument pas. Ça, c'est un mythe fabriqué par l'autre. Comment on peut. J'ai pas envie d'utiliser les termes psychologiques ou qui leur renvoient à la psychiatrie. L'autre imbécile, ce sera beaucoup plus simple, de Netanyahou, qui veut vendre le mythe selon lequel il aurait pu détruire le programme nucléaire. N'importe quel observateur un peu sérieux, n'importe quel scientifique, stratège ou simplement militaire pourrait vous dire, et j'ai l'occasion de recevoir, même Jacques Bon l'a reçu à notre radio, n'importe qui de sérieux vous dirait, mais comment voulez-vous stopper ou arrêter ou annuler un programme nucléaire? L'Iran est le pays musulman qui produit le plus d'ingénieurs au monde, quasiment musulman sûr, et quasiment au monde. Il est juste derrière la Chine et la Russie, ce qui est quand même pas un petit record. 10% du budget iranien, c'est Khomeini qui l'a demandé, est consacré à la recherche scientifique fondamentale. L'Iran fait des concours dans les domaines des mathématiques mondiaux où il remporte des dizaines de prix tout le temps. L'Iran est une puissance industrielle considérable qui n'a jamais été colonisée, il faut le rappeler. Et l'Iran surtout est déterminé, avec près de plus de 80 millions d'habitants, tous, 100% d'alphabétisation, tous déterminés à défendre la nation bec et ongle. Les sionistes ont cru qu'ils allaient renverser le pouvoir en attaquant le territoire. Vraiment, déjà, c'est la première imbécilité. On attaque un territoire, immédiatement, la population fait corps. Ça commence par ça. Il n'y a pas un pays, quand on l'a attaqué, où la population n'était pas derrière ses dirigeants. Ça n'existe pas, jusqu'en Irak, pendant 30 ans. Ensuite, l'Iran a des capacités industrielles considérables et très développées et partout disséminées sur le territoire, dans des centres très profondément enfouis et impossibles à atteindre même avec les super bombes, les blockbusters, je ne sais pas comment ils les appellent, des bombes qui seraient perçantes, qui iraient jusqu'à 100 mètres de profondeur, ce qui est très peu probable. Ça n'est pas possible. Et puis surtout, quand on a l'intelligence, je sais un peu comme l'Allemagne ou le Japon après la guerre, les territoires étaient rasés.
des bombes atomiques d'un côté, 90% de destruction de l'autre. En moins de 20 ans, l'Allemagne et le Japon sont redevenus des grandes puissances. Pourquoi? Parce que les cerveaux sont là. C'est pas qu'on détruise du matériel, c'est une chose. Mais une fois que vous reconstruisez le matériel parce que quelqu'un sait faire ça, une fois que le savoir-faire est au rendez-vous, ça sert à rien. Et l'Iran dispose de capacités industrielles considérables, a le savoir-faire pour faire des centrales nucléaires, même quasiment, parce qu'ils ont une centrale nucléaire à Boucher, a le savoir-faire pour faire la centrifugation, pour faire l'enrichissement d'uranium, a le savoir-faire pour faire les missiles balistiques, ils vont jusqu'à fabriquer des avions de combat, pas l'oublier, a le savoir-faire pour faire de l'espionnage industriel aussi, ils le font, hein, très bien. Donc l'Iran est capable de ça. C'est pas en tuant 9 scientifiques que vous allez endiguer ce phénomène, puisque ces scientifiques ont formé des milliers de personnes derrière. Que la formation en Iran est un sacerdoce, c'est quelque chose d'extrêmement important, qu'on prend très au sérieux. Donc de croire qu'on va stopper un programme nucléaire parce qu'on a mis 2 bombinettes, c'est complètement stupide. Puis il faut rappeler quand même, des avions de combat qui tirent du ciel de très loin parce qu'ils ont peur d'être abattus pour toucher les objectifs militaires à 1500 km de leur base, on peut être des génies, mais ça va 5 minutes, il y a quand même un peu de sérieux à voir. Évidemment qu'ils ne peuvent rien faire. Il faut une invasion terrestre pour obtenir un résultat, et il faut faire comme en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, il faut écraser tout le territoire sous les bombes et confisquer tous les savoir-faire scientifiques, comme les Américains l'avaient fait avec les centres de fabrication de V2, en emportant tous les secteurs scientifiques, dont les scientifiques de von Braun, qui est le père du programme spatial américain. Von Braun, c'est le cerveau. C'est pas le fait de détruire l'usine de production à Dora qui a fait la différence. C'est de prendre le scientifique qui a fabriqué ces missiles et qui a fabriqué les missiles longue portée. Donc c'est comme ça que ça se passe en Iran. Il y a un domaine nucléaire très développé avec des scientifiques dont on ne connaît pas les noms. Ceux qui ont été tués étaient les plus connus. Mais vous avez des milliers de scientifiques qui travaillent dans le domaine. Ils ont largement les moyens non seulement de le développer, mais de le lancer à vitesse accélérée. Oui. Camarade Dabil, Netanyahu n'a pas arrêté de faire l'éloge de ses réalisations depuis ces 2 ans. Il a éliminé les dirigeants de Hezbollah, il a presque détruit Hezbollah, il a éliminé les dirigeants de Hamas, il a détruit complètement Gaza, il a tout détruit à Gaza. Il a nommé, il a divisé la Syrie en nommant un mandateur à lui, l'ancien de Al-Qaïda, Ahmed Joulani, qui paraît au service d'Israël presque à 100%. Il a affaibli les capacités ou anéanti les capacités nucléaires d'Iran. Il a renforcé la coopération avec les régimes arabes de normalisation, le régime de Mahzen, les Émiratiens qui sont devenus un service administratif au service d'Israël, l'Égypte d'Abd Fattah el-Sisi, la Jordanie du roi qualifié par la rue arabe, le roi des tomates. Alors, il a bien servi les intérêts d'Israël pendant ces 2 ans. Bah, c'est exactement le contraire qu'il faut comprendre. D'abord, il a été frappé par l'Iran, il a perdu la guerre et s'est fait humilier. Il a été obligé de demander aux États-Unis de le sauver. Son régime est en danger. C'est pas le contraire. Son régime, pour tuer des civils, il s'y emploie et le monde entier les déteste pour ça. Donc déjà, la guerre de l'image est perdue. La popularité est perdue. Il y a je crois, une dizaine de pays maintenant qui ont rompu ou partie ou en totalité, comme la Colombie, leurs relations diplomatiques avec les entités. Les régimes arabes dictatoriaux, parce qu'il fait la paix avec les dictatures, sont détestés par la population et sont en danger aujourd'hui. Que ce soit la Jordanie où ce pseudo-roi, cette espèce de poltron, a une peur panique parce que 80% de la population est palestinienne, que ce soit au Maroc, actuellement, il y a de grands mouvements sociaux considérables qui sont combinés à l'humiliation faite sur cette paix intolérable qu'ils ont fait avec les sionistes, que ce soit évidemment l'Égypte tenue par un dictateur sanguinaire qui a tué 10 000 personnes pour arriver au pouvoir, tous ces régimes arabes sont en danger. Vous n'avez pas arrêté vous n'avez pas, j'ai vu que chaque fois vous exprimez votre admiration, votre reconnaissance à vos frères et sœurs marocaines et marocains. Hein? Je parle que du peuple, pas les dirigeants. Le peuple, oui, je les félicite et les respecte parce que face à une dictature aussi violente, ils manifestent, ils se montrent, ils sortent le drapeau, ils ont une dignité. Et il ne faut pas l'oublier. Moi, je ne rentre pas dans le débat de certains qui voudraient faire une sorte d'amalgame entre les Marocains et les dirigeants. Non, les Marocains qui ont tendance à être royalistes extrêmes sont en Europe, bien planqués, sans aucun problème social. Au Maroc, ils savent la réalité parce qu'ils y vivent. Et j'y ai vécu un temps. Donc, je sais très bien quelles sont les difficultés traversées par le peuple. Mais il y a une réalité. Ces régimes sont en danger aujourd'hui et ce qui les fait tenir, c'est la force. Ce n'est pas l'adhésion. Et donc, à partir de là, une fois que vous savez à qui vous avez affaire, eh bien, ce qu'il vous reste, c'est uniquement la fuite en avant. Or, le leader qui se prétend, évidemment,
le leader de l'entité, il s'imagine qu'il pourra peut-être perdurer. Quand on perd une guerre, les Américains ont perdu une guerre au Vietnam, ils ont tué 3 200 000 Vietnamiens. Ils ont perdu la guerre. C'est pas en tuant des civils qu'on gagne. Il a rasé le territoire, c'est vrai, mais c'est pas ça la victoire dans une guerre. Gagner une guerre, c'est désarmer totalement l'adversaire et désarmer toutes les factions qui le soutiennent. Hezbollah a stoppé le combat uniquement pour la population libanaise. Pas parce qu'ils sont désarmés, ils ne sont pas désarmés, mais pour la population libanaise. Alors évidemment, il a tué les dirigeants et il fait croire que c'est une victoire. Assassiner des hommes politiques et des dirigeants, ce n'est pas une victoire, c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'il ne peut pas toucher les combattants sur le terrain, donc il tue les leaders. Sauf qu'un leader, ça se remplace, c'est pas difficile à remplacer. Par contre, les combattants, eux, sont essentiels. Et ce qui se passe, c'est que les Houthis continuent à taper et ne reculent pas, que l'Iran est toujours aussi bien armé, et le programme nucléaire est parfaitement indemne. C'est un mythe qu'il raconte, il raconte des mensonges pour rassurer sa population, et qu'en 2 ans, il n'a pas été capable d'en finir avec les résistants palestiniens enfermés sur un territoire microscopique. En 2 ans, il n'a pas été capable, à tel enseigne qu'il a tellement perdu qu'il a accepté que l'Amérique impose un plan de paix pour négocier l'arrêt des combats et négocier le désarmement. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de le faire par les armes, donc ils vont négocier. Si ce n'est pas un aveu de défaite, c'est clair. Il a dit qu'il renverserait la monarchie iranienne en créant Rising Lion, ce qui veut dire l'avènement des lions. Les lions pour faire référence évidemment à la dictature du Shah d'Iran. Ça n'a pas marché. C'est toujours la République islamique qui est en place. Il a dit qu'il liquiderait le Hezbollah. Le Hezbollah est toujours en place au Sud-Liban. Ne fait pas de combat pour l'instant, mais toujours en place. Et sera rééquipé à plein régime, même s'ils ont déjà les armes, par l'Iran. Les Houthis ne peuvent rien faire. Il a essayé de tuer les dirigeants, ça n'a jamais abouti. Il a tué le président, c'est vrai. Il tue les dirigeants, mais il ne peut pas tuer le peuple. 1 million de Yéménites dans la rue contre lui. Ensuite, les peuples arabes sont tous très en colère vis-à-vis de cette barbarie sioniste, et les peuples du monde entier, pareil, jusqu'au Japon. Donc, comment peut-on parler de victoire quand sur aucun objectif militaire on l'a gagné, sauf tuer des civils, ça c'est facile, quand on est incapable de convaincre le monde qu'on est bon, et surtout quand on montre qu'on est un gros raciste, fasciste, dégénéré. C'est quand même lui qui a dit à l'ONU est devenu antisémite. Mais c'est qui ce type? D'abord, il n'est pas sémite, c'est un khazar, et d'une, et de deux, au nom de quoi il va insulter le monde entier? Lui tout seul a raison devant le monde entier? Non. C'est un pauvre type qui est en fin de carrière, 77 ans bientôt, qui a tout raté, en vérité, si ce n'est prendre le pouvoir par ses élections racistes, mais il n'a tout raté. Cette guerre est un échec total. La sécurité de son territoire est totalement en échec. La peur d'Israël a disparu maintenant, parce qu'on a vu que les Iraniens pouvaient les frapper tranquillement, et l'invincibilité n'existe plus. Il lui reste plus que les esbroufs et de faire croire qu'il a réussi. Il est tellement dans la galère que les États-Unis font pression sur lui contre son gouvernement d'extrême droite. Donc ça dit beaucoup de choses. Il faut quand même revoir le recul nous permettra de réaliser que tous les éléments qui constituaient le mythe israélien se sont effondrés. Aujourd'hui, à part tuer des civils et faire d'eux un peuple de génocidaires, parce qu'évidemment, il a éduqué sa population dans la haine des autres, la haine de l'arabe, le mépris de classe, le mépris de race, l'idée qu'ils sont un peuple supérieur, eh bien tout ça en a pris un grand coup. Et à part une population radicalisée, il va falloir un jour déradicaliser la population israélienne, parce qu'ils sont arrivés à un niveau de folie mentale qui est impressionnante. Bien à part ça, il a tout perdu. La seule chose qui lui conserve, c'est quoi? C'est la haine de l'arabe. C'est tout ce qui reste. Hein. Mais pour le reste, c'est un échec total. Oui. Est-ce que vous dénoncez, comme Gaza, vous avez dénoncé aussi la complicité, vous avez qualifié ça avec la détermination juridique, la complicité de l'Europe dans le génocide à Gaza. Est-ce que aussi vous condamnez la complicité de l'Europe dans la provocation de l'Iran, dans ces attaques qui ont visé la population? On oublie qu'il y avait des morts, des civils, etc., qui ont été visés par des frappes américaines, israéliennes. Est-ce que vous condamnez l'Europe aussi qui vient de confirmer l'autre paquet de sanctions contre l'Iran? Alors, comme je le dis au départ, je dis que l'État sioniste est juste une excroissance de l'Europe. C'est un État colonial européen. Ce sont des Européens qui sont sur place, c'est les Européens qui l'ont créé. Sykes-Picot, Balfour, c'est un produit européen. Donc évidemment, c'est même pas de la complicité, c'est une action directe. Les armes sont données par l'Europe et l'Occident et l'Amérique. Le financement est donné par l'Europe, l'Occident et l'Amérique. Les moyens de subsistance économique, ça vient d'Europe. Donc effectivement, c'est plus qu'une complicité. Ils sont pas complices, ils sont acteurs. Donc, quand ils vont attaquer, effectivement, la seule chose qui leur a échappé, c'est que Netanyahou est un type un peu cinglé, il n'est pas très, très net sur un plan psychologique, et qu'il n'écoute pas ce qu'on lui dit de dire. Au départ, le Premier ministre israélien est là pour faire ce que l'Europe lui dit de dire, par l'Occident. C'est leur chien-chien, en gros. Lui, il se croit plus malin. Il ment à tout le monde, il prend ses décisions tout seul à la porte-pièce, et après, quand il est en galère, il demande à l'Europe de soutenir l'Amérique.
C'est ce qu'il fait. Il supplie d'ailleurs. Il demande, c'est de la supplication. Donc oui, les Occidentaux sont plus que responsables parce qu'ils ont créé ça. C'est une 9e croisade. Moi, je répète tout le temps que ça n'est pas une question religieuse, si ce n'est que les croisades sont pseudo-religieuses. C'est une 9e conquête occidentale du Moyen-Orient. C'est tout, ni plus ni moins. Ils ont raté 8 fois leur croisade entre l'an 1090 et 1200. Et maintenant, ils reprennent à nouveau cette dernière croisade en masquant ça sous un mythe d'un retour d'un peuple chez soi, ce qui est un mythe fabriqué de toutes pièces. Mais en vérité, l'Occident est bien à la manœuvre. Les bombes qui tombent sur les Palestiniens sont bien occidentales. Le financement est bien occidental. L'appui est bien occidental. Et l'idéologie raciste est bien occidentale. Il n'y a rien d'autre que cela. Alors, Kamel, je conclus que vous ne voyez pas une nouvelle guerre entre l'Iran et Israël prochainement. Je la vois pas parce que ce serait un suicide. Parce que s'ils réagressent, parce que c'est les guerres d'agression, hein. L'Iran n'a jamais agressé personne depuis qu'il y a la révolution islamique. Hein. C'est toujours l'Iran qui a été attaqué, n'oublions jamais ça. S'ils réagressent l'Iran, ils s'engagent dans un conflit qui ne sera illimité. Parce que l'Iran est une puissance industrielle capable non seulement de frapper et de répondre, mais de fabriquer ses armements. Contrairement à Israël qui ne sait pas fabriquer un clou, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un pays de fabricants. Il y a de la recherche, il y a du scientifique, mais il n'y a pas de fabrication. Parce qu'ils n'en ont pas les usines, les moyens, ils n'ont pas l'acier, ils n'ont pas la matière première, il manque tout. Donc ils ont besoin de tout importer quasiment. Donc cet État fantoche, s'il frappe l'Iran, va frapper une puissance de plus de 80 millions d'individus, une puissance déterminée, qui a tenu sans armes face à l'Irak et qui va tranquillement répondre au coup par coup et qui va remettre le paquet sur ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Alors on va situer un peu les choses. Il y a évidemment la Syrie actuellement, elle est contrôlée par un traître qui travaille pour l'Occident, c'est vrai, je l'ai mais il va tomber, ça c'est à peu près sûr. Vous avez le Liban qui sera réarmé. Les Houthis vont recevoir encore plus de matériel militaire. Le Hezbollah, donc libanais et irakiens, font le travail. Donc ils vont lancer plusieurs attaques coordonnées en plus de la réponse iranienne. Donc j'ai du mal à imaginer le risque. Enfin, je peux imaginer que dans les fantasmes de Netanyahou qui voudrait attaquer à nouveau. Sauf qu'il connaît les risques sur son pays. Parce que là, si l'Iran frappe, ce ne sera pas avec... ils ont frappé quoi? Avec 2000 missiles et drones? Pas grand-chose. Ils frapperont avec la totalité de leur capacité militaire et ça peut durer très longtemps. Or, dans la guerre d'usure, les Iraniens sont des experts. Puis, oublions jamais que l'Iran, c'est 6000 ans d'histoire. Hein. C'est Darius, c'est Nabucodonosor, c'est tout un tas de leaders, entre guillemets, qui ont conquis jusqu'à la Grèce. Hein. C'est quand même une puissance qui est respectable et respectée et qui est aujourd'hui une très grande puissance industrielle. C'est un des 10 pays dans le monde qui lance ses propres satellites dans l'espace. Il n'y en a pas beaucoup dans le club nucléaire. Pareil, ils sont présents dans le domaine scientifique. Ils ont une expertise. C'est des dépôts de brevets à n'en plus finir. C'est une vraie volonté de parier sur l'éducation de masse qui a fonctionné. Donc les Iraniens, pour les bousculer là-dessus, ça va être compliqué parce que la réussite de la République islamique, c'est quoi? C'est l'éducation pour tous, soins pour tous, développement économique. C'est ça la réalité. Après, il y a des difficultés parce qu'il y a un embargo qui dure depuis 45 ans, 46 ans maintenant. Il n'en est vraiment que l'Iran est un pays qui a su, sur un plan social, faire des avancées extraordinaires. Donc le petit peuple iranien, pas la bourgeoisie Téhéran évidemment, le petit peuple iranien tient à ces avantages qu'il a acquis difficilement et ne lâchera jamais ses dirigeants pour ces raisons-là, sachant surtout qu'aujourd'hui, le dirigeant qui est au pouvoir est en plus un modéré. Merci infiniment, camarade Abina. Je vous invite, mesdames, messieurs, à interagir avec les explications de camarade Abina, à partager, à commenter et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.